Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Un nouveau Premier ministre de la République, Mohamed Salem Ould Béchir, devrait former son équipe dans les heures qui viennent. Elouiam intègre l'UPR. La décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du Conseil national de ce parti qui était jusque-là dans l'opposition. La fièvre de la dengue réapparaît en Mauritanie. Les hôpitaux sont débordés par les malades atteints par cette affection saisonnière. Mohamed Salem Ould Béchir a été nommé Premier ministre aujourd'hui. Ould Béchir est un ingénieur de formation âgé de 56 ans, dirigé depuis août 2016 la Société nationale industrielle et minière, la SNIM. Il était auparavant ministre du pétrole et de l'énergie du gouvernement de son prédécesseur, pour qui il avait été plusieurs fois ministre. Il a déjà commencé ses consultations pour former son nouveau cabinet, selon une source proche des autorités. L'ancien Premier ministre, lui, continuera d'assister au Conseil des ministres en tant que ministre d'État chargé de mission auprès de la présidence de la République, poste pour lequel il a été nommé aujourd'hui par décret présidentiel. Ould Hadami, qui a dirigé le gouvernement pendant 4 ans, s'est dit honoré par la confiance placée en lui par le président Ould Abdelaziz, qui lui a, je cite, permis de participer à la mise en place la mise en application plutôt de son programme électoral. Le désormais ex-premier ministre a remercié tous les membres du gouvernement et les cadres qui ont travaillé avec lui. Ce changement à la tête du gouvernement intervient après la large victoire lors des élections du 1er et 15 septembre du parti au pouvoir, l'Union pour la République, face à une opposition dominée par le parti islamiste Tawassoul. Nous le disions donc dans les titres, le parti Elouiam intègre l'UPR. La décision a été prise tout à l'heure à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national du parti. Le président du parti, Boïdjel Houmaïd, avait, à l'ouverture de la réunion, invité les membres du Conseil national de sa formation politique à examiner les propositions du bureau exécutif et d'adopter le réalisme politique qu'impose le processus né de la décision d'intégrer le parti de l'Union pour la République. Qui est né lui-même d'une fusion entre plusieurs partis politiques et des sensibilités indépendantes, voit d'un mauvais œil l'atomisation du paysage politique qu'il considère comme un balbutiement d'une démocratie naissante. Il est plutôt favorable à des regroupements de courants politiques rapprochés à l'exemple des grandes démocraties où les partis se comptent sur le bout des doigts. Chers congressistes, la situation aujourd'hui n'est plus celle d'il y a 8 ans. La Mauritanie a évolué sur tous les plans et nous avons besoin à lui-même de marquer un arrêt pour faire le bilan de notre parcours et prendre les décisions qui conviennent aux exigences du moment. La force d'un parti se mesure à son degré de dynamisme et à sa capacité d'adaptation aux situations nouvelles, et lui-même étant en partie structuré. Le Conseil national vous soumettra sa vision et son analyse de l'évolution générale dans le pays, au plan politique, économique et social. Il vous appartiendra d'apprécier toutes ces données et d'en tirer les conséquences à la lumière des objectifs du parti et de son souci constant de préserver les intérêts du pays et de contribuer à la construction d'une Mauritanie unie, libre et démocratique où règne la stabilité et la paix sociale. Après la fin de la reprise du second tour des municipales, l'heure est maintenant à l'évaluation de l'étape politique la plus controversée de l'histoire du pays. Au cœur de cette controverse, les dernières élections législatives, régionales et municipales qui ont été les plus inclusives selon les observateurs. C'est Sidibé. La bataille pour le contrôle des communes d'Arafat et d'El Mina a cristallisé plus que jamais la bipolarité de la classe politique nationale, notamment entre l'opposition et le pouvoir. Ce troisième tour, intervenu à El Mina et Arafat après le recours devant la Cour suprême, est assurément un des ultimes bras de fer entre le pouvoir et l'opposition dans le processus électoral des 1er et 15 septembre. Cependant, les querelles entre ces deux camps sont loin d'être soldées.
Les divergences et les contradictions se manifesteront encore à toutes les occasions. Elles ne se limiteront pas seulement aux échéances électorales. L'une des caractéristiques principales de ces élections, c'est d'abord la participation totale de l'ensemble de la classe politique. La crainte de ne pas prendre part à 2 échéances électorales successives ou encore celle de ne pas avoir 1% aux élections municipales a été une source d'inquiétude et de hantise pour plusieurs leaders de partis politiques afin d'éviter la dissolution de leur formation politique. Les échéances de septembre dernier ont montré l'intérêt des Mauritaniens pour la chose politique. Malgré des élections compliquées par le caractère du vote, 3 élections couplées, 98 partis politiques, avec un foisonnement de logos, les Mauritaniens ont choisi. Ces élections ont également montré la dynamique de nos institutions et parfois leurs forces et faiblesses ou leur fragilité. La CENI, l'institution chargée de gérer le processus électoral, a parfois peiné à donner les résultats dans les meilleurs délais. La Commission électorale nationale indépendante a essuyé plusieurs revers. La prorogation du délai des inscriptions, la mise en place des inscriptions électroniques finalement annulées par la Cour suprême. Ces exemples expliquent la vitalité de nos institutions et de leur complémentarité. Ils sont par ailleurs l'expression d'une forme d'amateurisme et de conflit de compétences entre les institutions. L'épidémie de la dengue fait sa réapparition à Nouakchott, comme d'ailleurs dans toute la sous-région. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux des patients atteints par cette maladie saisonnière. Selon des médecins, cette maladie virale se transmet par les moustiques dans les pays tropicaux et subtropicaux. Hamaoura Diagana. Une forme particulière et inédite de fièvre appelée la dengue sévit depuis quelques semaines dans la ville de Nouakchott. Il suffit de se rendre dans les services d'urgence de nos structures hospitalières pour constater l'ampleur de cette maladie. Les patients sont couchés dans les salles d'hospitalisation pleines à craquer et le personnel soignant est dans certains cas débordé. Avant-hier, j'ai emmené mon père aux urgences, mais il n'y avait plus de place. Finalement, nous sommes revenus aujourd'hui. Dieu merci, le médecin nous a prescrit une ordonnance. Ce sont des médicaments trop chers. Les pharmacies disséminées dans les quartiers de la banlieue ont vu leur chiffre d'affaires augmenter durant ces derniers jours. Dans cette pharmacie, le personnel nous informe sur les médicaments les plus vendus pendant cette période. Le plus vendu ici dans la pharmacie, le médicament s'appelle le Perfergan et le Fansida et Filcomax et le Claforon. En tout état de cause, il n'existe pas de traitement spécifique pour cette fièvre, selon le corps médical. Il s'agit d'une maladie virale transmise par les moustiques qui s'est propagée ces derniers mois de façon spectaculaire dans la capitale et même dans certaines régions du pays. La dengue, c'est une maladie virale qui est causée par un virus qui appartient à la famille des arbovirus, qui est véhiculé essentiellement par des moustiques. Dans notre région, il y a l'émergence d'une nouvelle forme de vecteur qui est notamment ce qu'on appelle le moustique tigre, voilà, qui est capable de transmettre ce virus à l'homme. Le seul réservoir de ce virus, bien entendu, c'est l'homme lui-même, et ça se transmet entre homme à homme à travers les piqûres de moustiques type moustique tigre et parfois aussi type Aedes aegypti. C'est une transmission sanguine. Il n'y a pas de traitement spécifique de la dengue. Le traitement de la dengue est surtout symptomatique. C'est-à-dire que le système immunitaire de l'homme immunocompétent est capable à lui seul d'éliminer le virus. Il suffit juste d'accompagner le patient et de lui faire un traitement symptomatique pour passer le cap difficile. La dengue est aujourd'hui considérée comme une maladie émergente. Elle tend à gagner de nouvelles zones géographiques, se développe de plus en plus dans les environnements urbains et provoque des épidémies qui se manifestent quotidiennement au sein de la société. Les lauréats du prix Chingir ont été primés aujourd'hui. Le prix Chingir pour les études islamiques a été attribué au docteur Mohamed Lemine Ahmed Talib Ben Talib pour son travail intitulé Guide à la connaissance de la science des grands objectifs en arabe.
Le prix Chingit pour la littérature et les arts a été attribué quant à lui aux chercheurs Oulmoutali de Marabot Ahmed Mahmoud et Abdullahi Dalifal pour leurs œuvres intitulées respectivement L'écriture de la Mahadra Chingitienne en arabe et pénétration coloniale et résistance en Mauritanie en français. Le prix Chingit pour les sciences et techniques, le Conseil a décidé de ne pas le décerner cette année compte tenu de la non-adéquation aux exigences du prix des travaux présentés pour son obtention. Et maintenant, nous vous laissons avec un Day Sosidi pour le journal de l'économie. Bonsoir, nous entamons la page éco de ce journal avec la foire des produits algériens à Nouakchott qui s'achève ce soir. Pendant 6 jours, cette exposition a été une grande opportunité pour les opérateurs économiques algériens pour explorer le marché mauritanien et nouer des partenariats commerciaux avec leurs partenaires mauritaniens et l'ouverture prochaine du passage frontalier terrestre entre l'Algérie et la Mauritanie sera d'un apport considérable pour fluidifier les échanges commerciaux entre les deux pays. L'ambassadeur d'Algérie à Nouakchott, Noureddine Kendoudi, a déclaré que l'Algérie et la Mauritanie avaient la volonté politique de renforcer les relations économiques sous le parrainage des deux présidents les présidents des deux pays, notamment sur le plan commercial. L'accord sur la création d'une base logistique à Birmokren, à 400 km des frontières algéro-mauritaniennes, figure parmi les principaux résultats accomplis lors de cette manifestation. L'accord a été signé entre le groupe Global Motors et le groupe Hamidini Bouchraya pour la création d'une zone de libre-échange et la création d'une compagnie de transport algéro-mauritanienne. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu un bond qualitatif estimé à 50 millions de dollars en 2017, ce qui fait de l'Algérie le deuxième fournisseur du marché mauritanien au niveau africain. Depuis le début des années 2000, la présence chinoise en Afrique est de plus en plus remarquée. Au début, certains Africains se sont réjouis d'une revanche sur les Occidentaux, évincés de leur marché traditionnel. Mais ils se demandent aujourd'hui s'il ne s'agit pas d'un néocolonialisme chinois. Aujourd'hui, pour l'empereur Xiu, la conquête de l'Afrique participe au rôle prépondérant que la Chine veut jouer dans le monde. La Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, selon le ministère chinois du Commerce. Les importations chinoises provenant du continent étaient en 2017 de 75,3 milliards de dollars pour des exportations de 94,7 milliards de dollars. La Chine importe de l'Afrique du pétrole, des minerais et du bois et y exporte des biens de consommation dont les téléphones portables, les médicaments, les machines et les véhicules. Dans les pays d'Afrique francophone, cela se fait au détriment de la France. D'après la COFAS, les parts du marché de l'exportation de la France en Chine ont été divisées par 2 depuis 2000, passant de 11% à 5,5% en 2017, tandis que celles de la Chine sont passées de 3% à 18%. Le président Uhuru Kenyatta a inauguré ce dimanche la ligne aérienne Nairobi-New York. C'est le tout premier vol de l'histoire entre l'Afrique de l'Est et les États-Unis. Selon des sources proches, il s'agit d'un Boeing 787 Dreamliner appartenant à la compagnie Kenya Airways. Ayant plus de 230 passagers à bord, l'appareil a quitté la capitale kenyane à destination de New York après près de 5 heures d'avance sur les concurrents. La ligne Nairobi-New York est censée aider à impacter positivement les échanges et les tourismes dans les deux pays. Ce vol direct boostera le commerce, réduira le temps de livraison, généralement des revenus et des emplois dans les deux pays, estime Bob Kodek, ambassadeur des États-Unis au Kenya, tant les Américains sont devenus les premiers touristes dans le pays grâce notamment à la présence d'une quarantaine de multinationales américaines. Au Sénégal, c'est le Magal Touba, une cérémonie religieuse qui réunit des milliers de fidèles dans cette ville religieuse qui est Touba. Pour plus d'un an, le Magal de Touba n'est qu'une manifestation religieuse initiée par les disciples mourides pour célébrer
pour célébrer le départ d'exil de Cheikh Ahmadou Bamba, mais aux yeux des économistes, à l'image du professeur Moustapha Kassé, doyen honoraire de la faculté des sciences économiques et de gestion, FASEC, à l'université de Dakar, ce grand événement religieux constitue une manifestation qui a un impact économique sans commune mesure pour l'économie mondiale. Quand vous avez un marché qui est constitué de 3 millions de personnes, probablement il y a quelques 300 à 500 000 consommateurs de certains biens qui sont locaux. Ne serait-ce que ce chiffre d'affaires est extrêmement important pour l'économie du Sénégal. Ceci est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est effectivement la sauvegarde des valeurs sénégalaises. Quand on vient à Touba, c'est pour des raisons économiques, évidemment, mais c'est effectivement pour magnifier l'œuvre de Khadim Rassoul, a dit le professeur Kassé. Début de semaine compliqué pour la Bourse de Paris. La Bourse de Paris reste figée en légère hausse, plus 2,26% lundi matin en raison d'un problème technique affectant l'opérateur boursier Euronext après avoir ouvert avec plus d'une heure de retard. Un problème technique a affecté le calcul du CAC 40, l'indice phare de la place parisienne au démarrage, puis a recommencé une vingtaine de minutes seulement après l'ouverture retardée, entraînant une suspension de l'ensemble des titres cotés. Les problèmes techniques n'ont pas encore été complètement résolus, a précisé Euronext dans un avis publié sur son site. Le gestionnaire boursier n'était pas en mesure d'expliquer l'origine du bug. Voilà, c'est tout pour ce journal éco. Retour à Salwa Chérif. Merci Ndeye. Maintenant, nous passons à l'actualité internationale. Tunis a été frappé par un attentat suicide aujourd'hui. Au moins 9 personnes, dont 8 policiers, ont été blessés. Un attentat perpétré par une femme kamikaze, le premier à secouer la capitale tunisienne depuis 2015. Sid Ahmed Beilatou. Une femme kamikaze âgée de 30 ans s'est fait exploser à proximité de voitures de police sur l'avenue Habib Bourguiba, la principale artère du centre de la capitale. L'avenue Bourguiba est l'une des artères les plus fréquentées de la capitale. La femme kamikaze n'était pas considérée comme extrémiste par les services de sécurité, sans autre précision sur son identité. Après l'explosion, le corps sans vie de la kamikaze allongé sur le dos, voilé et lunettes noires sur le front, elle est décédée sur le coup. Son cadavre portait essentiellement la marque de l'explosion sur son flanc gauche. D'après des sources policières, la kamikaze ne portait vraisemblablement pas de ceinture explosive, mais plutôt une bombe artisanale. Touchées à des degrés divers, les 9 victimes de l'attaque ont été hospitalisées. Si aucun décès parmi les victimes n'est pour l'heure à déplorer, cet attentat a replongé la capitale tunisienne plusieurs années en arrière. Il s'agit en effet du premier à secouer Tunis depuis le 24 novembre 2015, quand une attaque suicide, commise là aussi en plein centre, avait visé le bus de la garde présidentielle tuant 12 agents. Elle avait été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Cette attaque n'avait pas été revendiquée, mais les autorités avaient accusé l'État islamique d'avoir voulu créer un émirat sur le sol tunisien. Cette vague d'attentats consécutive à l'émergence d'une mouvance djihadiste comprenant l'État islamique mais aussi Al-Qaïda au Maghreb islamique avait gravement nuit au tourisme, un secteur vital de l'économie tunisienne. À la faveur de l'accalmie, l'industrie touristique a connu une embellie lors des saisons 2017-2018 et la croissance tunisienne s'est raffermie. Dans une atmosphère chaotique, de nombreux cafés et boutiques de cette avenue emblématique de la capitale ont rapidement baissé le rideau. Dans une première réaction politique, le groupe parlementaire du parti islamiste Ennahda a dénoncé une lâche attaque et appelé tous les Tunisiens à s'unir pour faire face au terrorisme. Sans surprise, Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil avec plus de 55% des suffrages, devançant largement son adversaire de gauche, Fernando Haddad, qui a obtenu 44,3%. Bolsonaro entamera en janvier un mandat de 4 ans plein de lourds défis dans un pays déchiré par un climat délétère, en proie à la violence et au marasme économique. Pour mettre en place son programme d'extrême droite prônant le libéralisme économique et une ligne dure pour lutter contre la violence, le nouveau chef de l'État brésilien aura notamment besoin de négocier habilement afin de s'assurer le soutien d'un parlement fragmenté. Au Brésil, plus de 30 partis sont représentés au Sénat et à la Chambre des députés. Cette situation oblige le chef de l'État à nouer des alliances parfois contre nature afin d'obtenir une majorité franche. Pour gagner le soutien des partis, les derniers présidents
leur ont attribué des postes de ministres devenus des chasses gardées. Jair Bolsonaro, lui, a promis qu'il ne formerait pas son gouvernement d'après les étiquettes politiques. Un Boeing 737 de la compagnie aérienne indonésienne Lion Air s'est abîmé aujourd'hui au large des côtes indonésiennes peu après son décollage de Jakarta. Il y avait 189 personnes à bord. L'avion avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars. Il était à destination d'une île au large de Sumatra. L'avion qui s'est abîmé avait subi récemment plutôt des réparations à la suite d'un problème technique. L'Indonésie, un archipel d'Asie du Sud-Est de 17 000 îlots, est très dépendant des liaisons aériennes et les accidents sont fréquents. En décembre 2016, 13 personnes avaient péri dans l'accident d'un avion militaire près de Timika, autre région montagneuse de Papouasie. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, le rappel des titres. Un nouveau Premier ministre de la République, Mohamed Salem Ould-Béchir, devrait former son équipe dans les heures qui viennent. El William intègre l'UPR. La décision a été prise lors d'une réunion extraordinaire du Conseil national de ce parti qui était jusque-là dans l'opposition. La fièvre de la dengue réapparaît en Mauritanie. Les hôpitaux sont débordés par les malades atteints par cette infection saisonnière. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.